Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous à Canal Algérie. Question d'actu s'intéresse ce soir à la stratégie de l'eau en Algérie. Une stratégie qui obéit bien sûr à une politique tracée depuis quelque temps déjà, favorisant une approche intégrée du secteur. Alors, dans une récente déclaration à la presse, le premier responsable du secteur parle de situation confortable. L'année 2018 se présente très encourageante en termes de pluviométrie, ce qui devrait avoir une incidence très positive sur nos réserves en eau. Alors l'été 2017, avec son lot de coupures dans plusieurs régions du pays, pour ne citer que l'exemple de Annaba, est toujours dans les esprits. Qu'en est-il alors de l'été 2018 qui ne devrait pas tarder? Quelle est la stratégie du département des ressources en eau pour pallier d'éventuels problèmes liés à la distribution d'eau potable et répondre à la forte demande à court, moyen et long terme? C'est notre débat ce soir avec nos invités. Et il s'agit sans plus tarder de M. Baraki Aresqi. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale des barrages et transferts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, moi aussi. Bon. À vos côtés, M. Amirouche Smaïn, vous êtes directeur général de l'Algérienne des eaux. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir à tout le monde. Également avec nous, professeur Kteb Ahmed, vous êtes notamment directeur du laboratoire hydraulique à l'École Polytechnique. Vous êtes expert et consultant international en matière de ressources en eau. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, M. Smati Abdelouahab, directeur des eaux non conventionnelles au ministère des Ressources en eau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je rappelle donc que vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos questions sur notre page qui s'affiche au bas de l'écran, peut-être dans quelques instants. Question d'actu, c'est la page Facebook. 2017, donc, une année difficile. 2018, on va le savoir dans quelques semaines. Lors d'une visite à Tizi Ouzou, le ministre des Ressources en eau s'est voulu très rassurant quant à l'offre en matière d'eau potable. Le compte-rendu est signé Abdelhalim Yaïch et on revient juste après. Durant la dernière saison estivale, 14 communes sur 67 dans la wilaya de Tizi Ouzou ont connu des problèmes d'alimentation en eau potable. Plusieurs mesures ont été prises pour garantir la distribution de l'eau à ces communes qui attendent toujours l'achèvement de tous les projets d'investissement engagés dans la wilaya. La wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié d'une enveloppe de 200 milliards de centimes supplémentaires qui vise à développer le secteur de l'alimentation en eau potable pour le citoyen. Nous allons relier la wilaya de Tizi Ouzou au barrage de Koudiet Esserdoun à Bouira. D'autre part, nous allons également relier le nord de la wilaya de Tizi Ouzou, c'est-à-dire 5 ou 6 communes, de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet à Boumerdes. Et aujourd'hui, nous avons commencé un nouveau projet. Il s'agit du transfert d'eau vers Bouzguen à partir du barrage de Tichihaf dans la wilaya de Béjaïa. En ce qui concerne les wilayas qui ont enregistré un déficit en eau potable, un programme spécial a été lancé pour leur garantir l'accès à cette précieuse ressource. À travers ce programme, le gouvernement a débloqué une enveloppe budgétaire additionnelle de 31 milliards de dinars pour ces wilayas afin de leur garantir l'accès à l'eau potable. Dans notre plan stratégique, avant la fin de l'année, toutes les wilayas qui ont souffert du manque d'eau potable se verront alimentées correctement. La wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié d'importants projets dans le secteur des ressources en eau, à l'exemple du barrage de Sourtlata, d'une capacité de 98 millions de mètres cubes, dont le taux d'avancement est actuellement de 43%, ainsi que le projet du barrage de Sidi Khalifa, dont le ministre des Ressources en eau a lancé le début des travaux. D'importants investissements ont été consentis et mis en œuvre sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, qui a accordé une part importante aux projets hydrauliques structurants, que ce soit les grands barrages, les grands transferts de barrages ou même les usines de dessalement d'eau qui étaient des projets prioritaires. En matière d'assainissement, le département de l'hydraulique et des ressources en eau a inscrit des projets visant à améliorer le taux de raccordement de la wilaya au réseau, notamment avec une plus grande densification.
Alors, une chose est certaine, Monsieur Smati Abdouhab, je commencerai d'abord avec vous. L'année 2018 est différente de l'année 2017, d'abord sur le plan pluviométrique. Tout à fait, tout à fait. Comparativement au cumul de pluies qui ont eu lieu durant la même période l'année passée, nous sommes, il y a même certaines régions où nous avons même dépassé la moyenne cumulée, la moyenne mobile des 4-5 derniers mois. Donc effectivement que l'apport pluviométrique de cette année est beaucoup plus étalé dans le temps, si vous le considérez, mais aussi d'une quantité assez suffisante, ce qui a permis non seulement un apport assez important au niveau de pratiquement l'ensemble des barrages, à l'exception de quelques-uns, et ce qui a permis aussi de régénérer un peu les nappes souterraines, pratiquement qui étaient dans certaines régions en léger déficit ou surexploitation. Donc en termes de barrage, la chose, comment elle se présente, M. Baraki? Donc avec toute cette pluviométrie, quel est l'état de notre parc de barrage? Donc, moi je confirme ce que vient de dire M. Smati et je confirme aussi le fait que le taux de remplissage affiche un niveau très confortable comparativement aux années précédentes. Aujourd'hui, on a avoisiné 65% de taux de remplissage. Donc vous devez savoir qu'actuellement le parc est composé de 80 grands barrages qui sont mis en exploitation pour une capacité de 8,6 milliards de mètres cubes. Cette année aussi, elle est caractérisée par une pluviométrie très clémente. Entre novembre, le début des précipitations à aujourd'hui, on a dépassé 2,7 milliards de mètres cubes d'abord. Donc, pour vous donner une idée sur l'importance des précipitations. C'est presque 3 milliards de mètres cubes. Presque 3 milliards de mètres cubes d'apport qu'on a reçu au niveau des barrages. On emmagasine plus de 4 milliards 500 millions de mètres cubes à l'échelle nationale. Donc, la majorité des barrages affichent des taux très satisfaisants. Il y a plus de 15 barrages qui sont pleins à 100%. Il y a 26 qui dépassent 85%, à l'exception de 3 barrages qui affichent des taux légèrement inquiétants. C'est à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays. Il y a le barrage de Ain Dalia, donc dans la de Soukharas, dont seulement il dispose d'une autonomie quand même qui permet de passer l'été, donc il a une autonomie de 7 mois, mais le taux il est autour de 11%. Il en est de même pour le barrage de Ain Zada aussi, qui affiche un taux légèrement inférieur à la normale, donc je dirais la normale, donc seulement aussi. Donc on n'a pas les dispositions puisqu'on a mis une bâche flottante pour récupérer le maximum d'eau, et ça permettait aussi d'avoir une autonomie qui nous permettrait de passer l'été. Le troisième barrage, donc c'est le barrage de George Torba à Béchar. Donc c'est la même situation, donc il n'a pas reçu beaucoup d'apports, seulement avec les soutirages actuels pour l'alimentation en eau potable, donc on a aussi une autonomie qui dépasse les 7 mois. Donc on espère d'ici l'hiver prochain pouvoir reconstituer la réserve de ces 3 barrages. En dehors de ces 3 cas, les autres barrages, donc on n'a aucun problème, ils ont tous une autonomie qui dépasse largement les 12 mois. Et comme vous le savez, les barrages... Donc, quand vous dites une autonomie qui dépasse les 12 mois, cela veut dire que dans les 12 mois prochains, on ne va pas avoir de problème d'eau dans ces régions? Que ce soit pour l'alimentation en eau potable ou pour l'irrigation, hein. Pour les deux usages, on a assez de ressources pour répondre aux besoins sur les 12 mois prochains. Voilà, donc c'est... Alors, je pose la même question pratiquement à M. Amirouche Smaïn. Donc, quelle est l'incidence de cette pluviométrie sur le travail que fait l'Algérienne des eaux? Moi, je voudrais apporter 2 précisions. Donc, revenir sur ce qu'on a vécu l'été 2017, comme disait M. Smati. C'est un manque de précipitations durant l'année hydrologique 2016-2017, mais c'est aussi un cumul de faiblesse des précipitations depuis 2014. Donc, ce cumul, cette faiblesse de précipitations, l'impact était l'été 2017. Et aussi, on a vécu un été le plus chaud sur la planète. Tous les scientifiques reconnaissent que l'été 2017 était l'un des étés les plus chauds sur les 50 dernières années. La deuxième précision que je voulais porter, c'est pour dire aussi, les barrages aujourd'hui ne participent qu'à hauteur de 33% dans les besoins d'alimentation en eau potable. 17% proviennent des dessalements et 50% proviennent des eaux souterraines.
M. Smati parlait tout à l'heure avec ces précipitations, l'impact, c'est remplir les barrages et réalimenter les nappes. Les nappes ont été bien réalimentées, ça veut dire que les débits des forages aussi va augmenter. Et là, on a enregistré un déficit sur le remplissage des barrages. À l'exemple de Indelia, le secteur a lancé une vaste opération de réalisation de forages profonds, 6 forages exactement, pour atteindre des profondeurs de 400 mètres pour toucher d'autres nappes et donc répondre à ce besoin pour l'étude 2018. Donc pour nous, l'étude 2018 se présente très bien. Ce n'est pas uniquement les précipitations, le niveau des nappes, mais c'est aussi l'été 2018. On a commencé à le préparer avec M. le ministre à la fin de la saison estivale 2017. Au mois d'octobre, un programme a été mis en place. Et pratiquement toutes les wilayas qui ont vécu un été dur. Prenons l'exemple de Annaba. Comment le problème a été réglé à Annaba? Le problème à Annaba a été réglé, peut-être qu'on passera tout à l'heure au détail. Oui, mais il y a eu un programme sur pratiquement les 25 wilayas qui ont connu quelques perturbations dans certaines localités en matière d'alimentation en eau potable. Pour chaque wilaya, une feuille de route a été établie en relation avec les autorités locales, avec M. Liwali, et avec le ministère de l'Intérieur, on a élaboré une feuille de route par wilaya, un programme et un financement a été mis en place. Parce qu'il faut aussi parler des financements que l'État a dégagés et mis en place. On a un financement qui dépasse les 30 milliards de dinars pour arriver à l'objectif qu'on s'est tracé pour 2018, arriver à assurer une alimentation au quotidien sur presque la totalité des communes du pays. Alors, Monsieur Ketab, vous qui êtes donc spécialiste un peu sur le plan, j'allais dire, universitaire concernant ces questions d'alimentation en eau, on dit que l'indice régional du changement climatique de la région méditerranéenne est le plus élevé. Or que nous assistons d'un côté à une élévation de la température pendant l'été, mais on a prévu une baisse de la pluviométrie, ce n'est pas le cas. Merci. Je voudrais juste compléter les informations qu'ont données mes collègues sur les barrages. Effectivement, l'Algérie est une zone aride. Cela veut dire que nous avons, durant l'année, que l'équivalent de 10 milliards de mètres cubes qui tombent. On va construire des barrages, il y en a 180, on va construire encore 70, on va avoir 150 barrages, on va avoir les 10 milliards qui vont tomber dans les barrages. Mais ces 10 milliards, on se rend compte qu'à l'horizon 2020-2025, nous avons besoin de l'ordre de 15 à 18 milliards de mètres cubes. Cela veut dire que la solution des barrages est nécessaire et obligatoire. Il faut toute goutte d'eau qui tombe, elle soit manquée dans les barrages, mais il faudra aussi trouver d'autres solutions alternatives parce que les barrages ne suffisent pas. Monsieur Meos l'a si bien dit, il n'y a que 33% qui est utilisé. Cela veut dire qu'il faut qu'on regarde des solutions alternatives. Dans les barrages eux-mêmes, je crois que ça a commencé à se faire, il y a déjà l'interconnexion des barrages. Il est bien de dire que quand il y a dans une région beaucoup d'eau, il faut la transférer vers un autre barrage. Ça commence à se faire, c'est très bien, il faut encore l'accentuer. Et donc, quand ces ressources des eaux en barrage sont déjà utilisées, il faudra passer à d'autres solutions alternatives qu'on verra. Et ce n'est pas les barrages, c'est une des solutions pour alimenter l'eau potable et l'industrie. Il y a d'autres solutions qu'on va essayer de le faire plein. Maintenant, ce qui est des changements climatiques. Effectivement, quand on regarde la zone, il y a des pays comme tel que le Canada, le Brésil, ils ont 32 000 mètres cubes par habitant et par an. En Europe, ils ont 30 000 mètres cubes, 25 000. En Algérie, malheureusement, c'est une zone aride, il ne pleut pas beaucoup. Dans ces zones arides, nous sommes actuellement en Algérie, il était prévu qu'on ait de l'ordre de 400 mètres cubes par habitant et par an si l'Algérie n'avait rien fait. Mais grâce à la politique de l'État algérien, des pouvoirs publics, du ministère des Ressources en eau, de 400 mètres cubes par habitant et par an, nous sommes actuellement à 600 mètres cubes. Nous dépassons de loin les Tunisiens qui sont à 400 mètres. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces changements climatiques, et on est en train de constater que dans les zones arides, il pleut de moins en moins, et quand il pleut des averses et ça donne des inondations. Et ce que nous avons actuellement des effets ou d'inondations et qui causent des dégâts ou des effets de sécheresse dus à ce changement climatique. Les experts qui se sont réunis plusieurs fois, les experts du GIEC à Paris, ont essayé de faire des modèles pour déterminer ces présentes températures. En parlant de ces modèles, est-ce qu'on prend en considération ces températures qui sont de plus en plus importantes et par ricochet un taux d'évaporation encore plus important?
par rapport à nos barrages, notamment ceux qui sont à l'intérieur du pays où les températures sont plus élevées? Effectivement, ces modèles qui sont faits, il y a des Algériens qui modèles propres à l'Algérie. Hein, mais ces modèles qui sont faits tiennent compte d'une température mondiale, tiennent compte d'un certain nombre de barrages. Mais malheureusement, chez nous, le fait qu'il fasse très chaud au niveau de l'Algérie, le fait que ces barrages, il n'y a pas actuellement de solution pour éliminer l'évaporation. Il y a beaucoup d'évaporation qui peut se faire. Mais ça aussi, ce problème est en train d'être vu. Comment diminuer l'évaporation, ce qui n'est pas évident. Alors, allez-y, monsieur Smati. Allez, si vous avez une question. Vous voulez intervenir? Non, je voudrais juste un petit peu réajuster. Vous avez parlé de l'indice de changement climatique. C'est vrai qu'au niveau du bassin méditerranéen, il est dit que la température va augmenter et que les effets dans certains pays de sécheresse seront beaucoup plus accentués et les effets de la pluviométrie seront aussi beaucoup plus accentués. Ça veut dire que nous allons avoir des pluies qui vont être intenses et des sécheresses intenses et très courtes et qui vont certainement avoir des dégâts très importants, mais aussi les sécheresses vont être aussi très dures, très intenses. Donc dans les deux cas. Ce qu'il y a de relever, c'est que nous n'avons pas fait ce qu'on appelle communément en langue anglo-saxonne le downscaling. Ça veut dire que nous n'avons pas un modèle propre à l'Algérie. Nous n'avons pas un modèle propre au Maghreb. Nous avons un modèle régional. Donc, qui dit modèle régional, dit une estimation moyenne régionale. Nous ne rentrons pas dans la spécificité du bassin versant lui-même maghrébin. Est-ce qu'on peut le faire pour l'Algérie? Il faut le faire. Il faut le faire simplement, ça nécessite beaucoup ça nécessite du temps, ça nécessite beaucoup d'informations, des données, autres que celles de la pluie uniquement et tout. Et il faudra et là, nous l'avons demandé, dans le cadre des changements climatiques, nous avons demandé à faire ce qu'on appelle le downscaling, c'est-à-dire le changement d'échelle. Passer d'une échelle régionale à une échelle beaucoup plus locale. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'avait dit M. Khattab. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord en termes de barrage, parce qu'il faut reconnaître, et M. Berraqi l'a bien précisé, ce n'est pas l'ensemble des barrages qui alimentent, et M. Amirouche l'a dit, l'alimentation en eau potable. C'est une partie des barrages qui sont destinés à l'alimentation en eau potable. Une autre partie de ces barrages est destinée à l'irrigation, donc pour le soutien de la grêle. Et dans ce cas-là, nous avons les 35 périmètres irrigués, les GPI, dont la ressource provient des barrages. Mais un point très important, c'est que nous avons plus ou moins, dans le cadre de la stratégie algérienne, nous avons défini ce changement climatique. Nous l'avons intégré dans la stratégie algérienne de ressources en eau. Donc l'action volontariste de l'État, c'est de diversifier la ressource. La ressource n'est pas uniquement une ressource de barrage, puisque vous avez parlé de l'évaporation et tout. C'est vrai que c'est un cas, l'évaporation. On en tient compte dans le calcul de régularisation de barrage. M. Berraqi pourra l'exprimer encore mieux peut-être que moi, mais on tient compte, la régularisation est interannuelle. Mais est-ce qu'on peut avoir un modèle, disons, fiable à 100% sans avoir des données algériennes, typiquement? On peut avoir, c'est ça le downscaling, c'est le changement d'échelle. Mais on pourra peut-être affiner les impacts des changements climatiques, c'est-à-dire l'élévation de la température, l'augmentation du niveau de la mer, pas uniquement sur la ressource. C'est une priorité aujourd'hui. C'est une des priorités. Il faudrait que les experts du GIEC, les experts de l'environnement, des changements climatiques puissent accélérer. Mais je voudrais juste rajouter un dernier point, c'est que dans la stratégie, nous avons diversifié la ressource. Ça veut dire, quand on dit diversifier la ressource, nous ne sommes pas dépendants uniquement et exclusivement des barrages. Les 11 stations de dessalement que nous avons installées sur la côte algérienne, ça rentre dans une stratégie justement de sécurisation, puisque c'est une ressource pérenne, donc ça rentre dans la stratégie de sécurisation de la zone côtière, qui est la zone la plus peuplée. Si vous prenez tout de Tlemcen jusqu'à pratiquement à l'est, nous envisageons de lancer 2 autres, puisque nous avons eu l'accord du gouvernement, 2 autres stations de dessalement, donc à Alger, à Chott, et une 3e à Béjaïa. Donc ça veut dire, nous avons une eau dessalée. Et l'eau dessalée, l'eau non conventionnelle n'est pas incluse dans l'indice de ce qu'on avait appelé les 400 400
400 mètres cubes par an par habitant, puisque cet indice ne concerne que les ressources conventionnelles. Ce qu'on appelle ressources conventionnelles, c'est les eaux de barrage ou les eaux souterraines, c'est-à-dire les eaux qui on est quand même loin des 1000 mètres cubes. On est loin, pour la simple raison que nous avons une région, nous sommes dans un pays semi-aride. L'avantage, c'est que l'ensemble des précipitations tombent à l'intérieur de notre bassin versant. Nous n'avons pas au niveau des eaux de surface. C'est pour ça qu'on veut collecter l'ensemble des barrages. C'est qu'elles sont à l'intérieur de notre bassin. Nous ne dépendons pas des régions frontalières. Donc les ressources sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur du bassin versant du territoire national. Donc juste ce dernier point, je voulais dire que donc diversification de la ressource. Ressources non conventionnelles, c'est le dessalement. Grand transfert d'une région vers une autre, et ça, c'est l'ensemble des transferts que nous avons, mais ressources souterraines. Ça veut dire que nous avons 3 types de ressources. Ce n'est pas uniquement les barrages. Il faudrait qu'on se le dise. Vous voulez intervenir? J'aimerais bien apporter encore une autre précision, c'est que les effets induits par les changements climatiques, augmenter la capacité de mobilisation, c'est une réponse pour faire face à ces effets induits. Du moment que la prolongation des périodes de sécheresse, c'est un effet direct induit par les changements climatiques. Mais il y a aussi des averses intenses qui se produisent dans des délais très courts. Donc si on n'a pas assez de capacité de stockage, donc c'est de l'eau qui va partir à la mer. Donc le fait de faire un effort en matière de mobilisation, c'est une réponse aux effets induits par les changements climatiques. Et le fait de recourir au dessalement et de renforcer la capacité en matière de dessalement, c'est une réponse aux effets induits par les changements climatiques. Concernant l'évaporation, je pense que les barrages sont dimensionnés pour faire face à des valeurs extrêmes en matière de température. Là. Donc, non, le problème qui s'est posé à Annaba, c'est posé principalement à cause d'évaporation. Non, ce n'est pas l'évaporation à Annaba, c'est plutôt manque de précipitation. C'est le barrage de Chefia, il faisait à peine 11 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, il a 90 millions. Donc la situation en 2017, ce n'est plus la situation aujourd'hui. Il a bien précisé, M. Amiroche. Donc c'est un cumul de saisons sèches. On partit sur certaines régions, ce n'est pas sur le territoire national. Chefia, qui devait recevoir annuellement 100 millions de mètres cubes, n'a reçu entre 2016 et 2017 qu'à peine 30 millions de mètres cubes. Donc il y a un déficit important, mais cette année, la situation a totalement changé, puisqu'on a un stock de 90 millions au niveau de Chefia, et tous les barrages de la région sont pratiquement pleins. Alors, juste une chose supplémentaire, si vous permettez. Rapidement, monsieur Amiroche donnera peut-être de plus en plus, puisque vous faites référence à Chefia, Annaba était alimenté par une seule ressource. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de 3 types de ressources, la diversification. C'est le cumul, effectivement, de sécheresse, de 3 années de sécheresse, qui a fait que la seule ressource qui était le barrage de Chefia soit arrivée à un taux d'épuisement. C'est simple, parce qu'il n'avait pas de taux d'épuisement, et c'était la seule ressource qui était. Alors que, auparavant, et c'est ce qui a été repris, il y avait les forages qui alimentaient aussi Annaba, et il y a eu d'autres problèmes que nous avons expliqués en temps porté. Certainement, M. Amiroche en dira un peu plus sur les mesures qu'on a prises au niveau de cette région. Alors, la nouvelle politique de l'eau, M. Amiroche, s'est fixée comme objectif, outre la mobilisation de toutes les ressources dont parlait notamment M. Smaïn, une bonne gestion de cette ressource qui pose problème. Effectivement, donc là je reviens sur Annaba et Tarf pour dire que la feuille de route a été établie au mois de novembre 2017 par M. le ministre. Des actions ont été identifiées. Donc, en plus des autres surfaces, donc de M. Barake parlait qu'aujourd'hui on a atteint les 90 millions à Chefia, on est tranquille. On a lancé aussi des travaux de réhabilitation de pratiquement une trentaine de forages pour revenir à la production de souterrain. On a lancé des opérations de réhabilitation des stations de traitement. Parce que c'est des stations de traitement qui sont réalisées depuis maintenant 25 ans, qui sont vétustes, qu'il fallait réhabiliter pour améliorer quantitativement et qualitativement la production. Et bien sûr, intervenir sur les réseaux d'adduction et les réseaux de distribution qui connaissaient un taux de fuite très important. Et on a lancé des opérations de réparation de ces fuites, de rénovation de ces canalisations. La plupart de ces projets étaient à la fin.
Et pour Annaba et Tarf, on ne va plus vivre ce qu'on a vécu l'été 2017. Je pense que Annaba est sécurisé, j'allais dire définitivement. Et bien sûr, par ricochet, le complexe de Hadja, qui consomme 30 000 m3 jour d'eau à partir du barrage de Chafia. Donc pour ces deux wilayas, on est tranquille. On est tranquille même maintenant parce que la distribution à Annaba est presque quotidienne aujourd'hui sur pratiquement les 12 communes qui constituent la wilaya. Effectivement, la mobilisation, le transfert inter-barrage, les transferts régionaux, le recours au dessalement, le fonçage de forage, eh bien ça, ce sont des opérations de mobilisation de la ressource. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts pour l'amélioration de la distribution. Mais surtout la gestion économique de cette ressource, M. Osmani. Pardon? La gestion économique de cette ressource. On va vers la gestion économique. La gestion économique de cette ressource, on doit commencer par le comptage. Et on a des grandes opérations de comptage, savoir ce qu'on produit, ce qu'on traite, ce qu'on distribue. Aller vers la facturation. Il faut aujourd'hui que les gens qui consomment l'eau payent ce qu'ils consomment. Donc on est sur la généralisation du comptage. Il faut aussi confier la gestion de l'eau à des opérateurs professionnels. L'Algérien des eaux aujourd'hui gère quelque chose comme 800 communes. Les 3 SPA, CA la Alger et Tipaza, CA Ora, CACO à Constantine, gèrent ces grandes villes avec des techniques modernes maintenant. Et on est arrivé sur pratiquement du H24 partout sur ces grandes wilayas. 558 communes sont encore gérées par les communes, les régies communales. Un programme de transfert de la gestion des communes vers l'Algérien des eaux a été tracé entre le ministère des Ressources en eau et le ministère de l'Intérieur, qui porte sur le transfert de la totalité des communes 2018, 2019, 2020. Ça veut dire qu'à 2020, toutes les communes en matière d'alimentation en eau potable seront gérées par l'ADE et les 3 SPA. Et là, on va vers la professionnalisation de cette activité de traitement, distribution de l'eau. C'est sûr qu'il y a maintenant énormément d'efforts aussi dans le cadre de la rénovation des réseaux. On dit tout le temps, et c'est ce qu'on veut... On parle aussi de 50% de déperdition, hein, quand même. On parle de 50% de déperdition comptable. 50% de l'eau qu'on produit, on n'est pas payé en contrepartie. 30% part en fuite physique, 30 à 35% part fuite physique, mais malheureusement, il y a 15% de l'eau qui est piratée, qui est consommée, mais non payée. Donc là, on a lancé depuis l'été 2017, avec les autorités locales, des vastes opérations pour lutter contre les piquages illicites. Un piquage illicite, c'est un vol d'eau. C'est vrai que tout citoyen, à travers le pays, où qu'il soit, en montagne, dans le désert, il a droit à l'eau. Mais quelle est la politique des pouvoirs publics justement pour pallier au déficit en matière de gestion économique? Quelles sont les solutions palpables, notamment à court terme? Les solutions palpables, c'est rénover les réseaux pour réduire les fuites, c'est éliminer le piquage, c'est recourir au comptage. Revoir la tarification aussi? Revoir, il faut savoir que l'eau est un des produits, au même titre que les autres produits, qui est soutenu par l'État. La politique des pouvoirs publics, les pouvoirs publics ont décidé de soutenir ce prix, ils le soutiennent, ils viennent en appoint à l'Algérien des eaux, aux 3 SPA, par des subventions d'équilibre. Donc là, la nouvelle, revoir la tarification, je pourrais même dire qu'elle n'est pas à l'ordre du jour des pouvoirs publics. Donc le Trésor public finance l'ADE, le différentiel. Donc ce n'est pas un objectif immédiat. L'objectif immédiat, c'est lutter contre les fuites,
lutter contre les piquages Les bonnes illicites, pratiques. lutter contre, et bien sûr, de l'autre côté, associer le consommateur dans l'économie de l'eau. Il faut savoir que dans certaines communes, dans certains wilayas, eh ben, la consommation dépasse les 350 litres par jour et par habitant. Alors associer le... Je peux apporter un complément, parce que mes collègues Smati, Amirouche et Malak ont parlé des eaux souterraines, des eaux de barrage, des dessalements, mais il y a une ressource qu'on a oubliée qui est importante. Vous savez, tout ce qu'on consomme, 80% est rejeté. Et actuellement, le ministère des Ressources en eau, avec l'Office national de l'investissement, sont en train de faire un effort immense pour la station d'épuration. Et ces eaux qui sont rejetées sont épurées. Et quand elles sont épurées, ils peuvent être utilisées de différentes façons. Utilisées pour au niveau de loisirs, utilisées pour la recherche de nappes si on fait un bon traitement, utilisées pour l'irrigation pour les arbres. Donc c'est des eaux qui sont là et qu'il faut ajouter dans le capital des ressources en eau. C'est premièrement. Deuxièmement, il y a un autre capital qu'on peut aussi ajouter. Ce que j'appellerais vous avez dit les bonnes pratiques, je vais vous suivre dans le jeu, vous dire les bonnes pratiques. Vous savez qu'actuellement, quand on a fait une bonne information, une bonne sensibilisation, une bonne communication, nous évitons une bonne partie du gaspillage. Actuellement, l'Agir et les ABH sont en train de faire ce travail. Et vous avez dû le constater à travers les spots de télévision faits, à travers la radio, à travers les classes de formation, puisqu'il y a des classes de formation qui sont faites en direction des imams, en direction des classes d'eau. Donc on essaie de former les gens pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes de l'eau et ne pas gaspiller. Et à travers, si on fait comprendre à la population l'importance de l'eau et son importance, nous pouvons gagner encore beaucoup d'eau qu'il est gagnée. De la même façon au niveau de la tarification. Mais le gaspillage, c'est-à-dire, il est à la fois chez le consommateur, mais aussi dans l'infrastructure elle-même. Hein. Non, le gaspillage. Souvent, on accuse l'eau de potable qui gaspille. En réalité, la vraie vérité, 70% de l'eau est utilisée par l'agriculture. Et 30% est utilisé par l'industrie. Et donc, s'il y a vraiment gaspillage, c'est au niveau de l'agriculture qui utilise 70%, qui, elle, pourrait utiliser pas 70%, que 40%. Quel est, par exemple, le manque à gagner en matière de lutte contre la déperdition? On parle de 30% par rapport à la perte physique. Donc, il n'y a pas un réseau à travers le monde où il n'y a pas de pertes. Non. Mais est-ce qu'il y a un réseau à travers le monde? Au niveau mondial, en Europe, ils ont 15% de pertes. Tous les réseaux, quel que soit, sauf quand les réseaux sont neufs, et ils ont 10% de pertes, même quand le réseau est neuf. Mais la question n'est pas là. La question, si l'agriculture utilise 70% de l'eau, si nous utilisons des techniques d'irrigation de goutte à goutte, et si nous gagnons 20 à 30%, c'est l'équivalent de toute l'eau potable. Donc la question est de voir comment gagner à travers des techniques, gagner le truc. Maintenant, vous avez parlé de prix de l'eau. Le prix de l'eau, M. Améouche a développé une idée. C'est vrai que les pouvoirs publics ont décidé de subventionner. Mais moi, j'ai une autre idée que je vais développer ici publiquement. Moi, j'aimerais qu'on puisse dire 20 mètres cubes. Les premiers 20 mètres cubes sont donnés gratuitement à tout le monde. Au-delà de 20 mètres cubes, on augmente le prix par 2, par 3, par 5. Ça veut dire quoi? Les gens vont s'arranger pour consommer moins de 20 mètres cubes ou consommer légèrement et on va gagner. Et l'ADE, du point de vue prix, gagnerait beaucoup. Ce qu'elle gagne maintenant une somme X, elle pourrait le multiplier par 2 ou par 3. Il faut maintenant sensibiliser les citoyens pour leur dire, vous consommez un peu, vous ne payez pas du tout. Mais dès que vous commencez plus, vous commencez à payer. Et à ce moment-là, nous pourrions, la Belgique le fait. Il y a des pays qui vous disent qu'il y a un million de mètres cubes qui est donné gratuitement. Et si on le fait, c'est une façon aussi d'économiser de l'eau. Parce que pour économiser l'eau, je l'avais dit, les barrages, oui. Le dessalement, oui. Les eaux souterraines, oui. Les eaux usées traitées, oui. Mais aussi la population, la sensibilisation. Et toutes les bonnes pratiques qu'on a et qu'on devrait commencer à appliquer. Si on applique toute cette politique-là et on fait tout, bien entendu, nous allons ajouter. Des petits ruisseaux font des rivières et des rivières font des fleuves et les fleuves font la mer. C'est par des économies partout qu'on puisse avoir une grande quantité d'eau. Mais est-ce que, pour résumer un peu vos propos, monsieur Kteb, professeur Kteb, est-ce que vous sous-entendez qu'on n'exploite pas assez en matière d'eau non conventionnelle?
Non, je n'ai pas dit. J'ai dit nous avons des eaux conventionnelles. Ces eaux conventionnelles, actuellement, sont en train d'être utilisées. Nous avons à Tlemcen de l'irrigation qui se fait pour 800 hectares. Nous avons ici à Beaumodeste de l'irrigation qui se fait. Cela veut dire que les eaux usées, c'est maintenant, sont traitées de plus en plus. Mais quand elles sont traitées, nous allons avoir 2 millions d'hectares à l'horizon 2019-2020. Il faudra les irriguer. Et donc, ces eaux qui sont traitées peuvent être réutilisés. Ils sont d'être réutilisés, mais il n'y a pas suffisamment de traitement. Mais je veux dire, sur 2 ans, ce n'est pas une mince affaire de 6 mois, d'1 an. Sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y aura de l'ordre de 250 ou 300 stations d'épuration. Toutes les villes qui ont plus de 50 000 habitants auront leur station d'épuration. Ces eaux usées seront traitées et seront réutilisées. Donc il y a toute une politique, une stratégie qui a été faite. À ma connaissance, le ministère des Ressources en eau est en train et s'est engagé dans cette procédure, est en train d'avancer. Mais vous savez très bien, quand Constance construit un barrage, c'est 4, 5, 6 ans. À chaque fois qu'on fait une politique, c'est un certain nombre d'années, de 2, 3, 4 ans. Mais c'est en train d'avancer dans le bonne chose. Et je pense qu'à l'horizon 2020, 2022, 2025, ce problème de l'eau au niveau national ne se poserait pas du tout. Parce que vous savez qu'actuellement, la moyenne nationale par habitant est à peu près 180 litres par habitant. C'est la moyenne nationale. Mais les gens d'Alger, s'ils veulent consommer, un gars d'Alger peut consommer 1000 litres par habitant par jour. Parce qu'à Alger ou à Oran, l'eau est disponible 24 heures sur 24 heures. Allez-y. S'il vous plaît, j'aimerais rebondir sur 3 points qui me semblent un petit peu juste de corriger et de... Je suis tout à fait d'accord quand vous avez posé la question, est-ce que nous utilisons suffisamment les ressources non conventionnelles? Par là, j'entends la réutilisation des eaux usées épurées. Non, je vais vous répondre non, nous ne l'utilisons pas suffisamment, pour différentes raisons. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais remettre un peu plus Si on parle de taux de perte, M. Amirouche l'a bien expliqué, on parle de perte physique et de perte économique, perte non facturée. 30%, ça c'est les pertes au niveau des réseaux de distribution. Ça veut dire que c'est une eau où il y a des actions de réhabilitation, de rénovation des réseaux pour justement réduire ce taux de perte et le ramener à la moyenne, disons, universelle qui tourne autour de 15-18%. Ça dépend des pays. Donc ça, c'est un objectif. Le deuxième objectif, c'est que quand on parle de l'agriculture, d'utilisation de l'agriculture, effectivement, sur le taux global, ça veut dire que sur les 10 milliards que nous consommons en matière d'eau, l'alimentation en eau potable, c'est 3,6 milliards de mètres cubes qui sortent annuellement et 65 à 70% va vers l'agriculture. Il y a un effort considérable effectivement à faire au niveau de l'agriculture pour économiser l'eau. Parce qu'il y a certaines régions où on va jusqu'à 30 000 mètres cubes à l'hectare, ce qui est énorme. Mais il y a des spécificités, c'est les régions du Sud, parce qu'on les utilise pour un problème de lessivage et un problème. Donc là, il faut y remédier. Et ce que je veux dire par là, c'est que la stratégie du secteur de l'eau ne se limite pas à une opération de mobilisation de la ressource. C'est une multitude d'actions. Et ces actions convergent vers un seul objectif, mobiliser de l'eau, la distribuer de manière équitable au niveau du territoire national. Justement, Mathia, pour avoir une distribution équitable, et là je poserai la question tout à l'heure à M. Smaïn, oui. Ce n'est pas le cas pour tout le territoire national où l'eau n'est pas 24 heures sur 24 dans tous les robinets. Le H24, c'est une option, on en reparlera, vous le préciserez. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'objectif au niveau du secteur de ressources en eau, c'est de distribuer l'eau au niveau du territoire national, nous faisons des transferts entre Tagraout et Timiaouine pour 4000 habitants sur pratiquement la zone frontalière au Mali. Ça veut dire que, ce que je veux dire, ce n'est pas uniquement les transferts de Beni Haroun qui vont vers les wilayas de Khanchla, de Mlebouagui, mais à l'intérieur du pays aussi, le secteur de l'eau est présent, mais d'une manière réellement réelle. C'est cette multitude d'actions, ça veut dire la mobilisation, la réhabilitation des réseaux, l'économie de l'eau, la démarche aussi vers une gestion intégrée, la sensibilisation des citoyens en matière de ressources qui se fait à travers les ABH, tout ça font que nous voulons aller vers une gestion de l'offre. L'action volontariste, c'est la réhabilitation, c'est cette action volontariste de l'État qui se fait depuis 1999, depuis 2000, où tous les grands efforts
d'investissement sont là, les infrastructures de base sont là, les infrastructures de transfert sont là. Maintenant, il faut aller vers une gestion de la demande. Et ça demande l'effort de d'autres secteurs aussi, qui doivent être associés à cette démarche. Donc, et en matière de réutilisation, c'est vrai que le gain est énorme. Nous avons 184 stations. Nous sommes à 36 stations supplémentaires de stations d'épuration. C'est une ressource pérenne. Cette ressource peut nous libérer la ressource conventionnelle. 430 à 450 millions de mètres cubes sont pratiquement épurés chaque année, et c'est une ressource qui doit aller vers le secteur agricole. Nous avons établi les normes, nous savons où l'utiliser en matière d'arboriculture, en matière de... Maintenant, nous avons fait des expérimentations. Nous avons l'Amleta, la station d'épuration de l'Amleta sur 6000 hectares qui est irriguée par les eaux usées épurées de Karma. Hnaya, à Tlemcen. Simplement, c'est une action qui demande énormément de temps, de sensibilisation, l'acceptabilité sociale. Vous savez très bien que il faut agir au niveau de l'agriculteur lui-même et lui démontrer qu'il y a une même fatwa en Arabie Saoudite qui a eu lieu pour dire que cette eau usée épurée peut être utilisée en agriculture. Donc c'est cette acceptabilité sociale dont nous faisons, actuellement, nous sommes en train de travailler en concertation avec le secteur agricole pour justement, à chaque fois qu'il y a une steppe, un périmètre irrigué doit être à l'aval. Et c'est une économie qu'on fait sur la ressource conventionnelle. Alors justement, j'aimerais rebondir donc sur cette question de différence qu'il y a entre certaines régions du pays où, par exemple, dans les grandes villes, c'est pratiquement du H24 et à l'intérieur du pays, où certaines régions, l'eau n'est pas disponible. Je vais commencer par le dernier point qu'on avait vu tout à l'heure. Le taux de fuite a atteint 30%. Quelle est la politique du secteur des ressources en eau? Donc la politique est toute tracée. On doit réduire d'ici 2030 le taux de fuite de 30% à 18%. Taux que nous considérons normal pour un pays aussi vaste que le nôtre, pour un climat comme le nôtre. Et pour ce faire, on doit rénover 2000 km de conduite par an. Je vous laisse imaginer le coût de l'opération qui est derrière, mais c'est une action qui est arrêtée, tracée, et on le fait. On fait actuellement quelque chose comme 1500 km par an de rénovation de réseau. On doit arriver à une moyenne de 2000 km de réseau rénové par an pour atteindre 2030 avec un taux de déperdition qui tourne autour de 18%. C'est un taux que nous considérons admissible. Pour revenir à la distribution H24, la distribution en H24 dans les grandes villes n'est pas uniquement tributaire de la disponibilité de la ressource. Elle est aussi tributaire de la situation du réseau et des installations. Ça ne sert à rien de distribuer de l'eau en H24 sur une commune où le taux de perte, parce que le taux de perte, lorsqu'on dit 30%, c'est une moyenne nationale. Sur certaines communes, le taux de perte dépasse les 50-60%. Ça ne sert à rien d'alimenter en H24 les fuites. Même si l'eau est disponible, on préfère distribuer les 12 heures ou les 16 heures ou 18 heures et fermer le réseau la nuit pour ne pas gaspiller. Parce que derrière cette ressource, il y a une production, il y a un pompage, il y a une consommation d'énergie. Ça ne sert à rien d'alimenter les nappes. Mais la politique nationale en matière d'alimentation en eau potable, ça prendra combien de temps, monsieur Amero Smaïn, cette déperdition à l'intérieur du pays qui dépasse 50%? Eh oui, c'est ça. C'est ce programme de rénovation et de remise à niveau des installations et des réseaux projeté à l'horizon 2030 à raison de 2000 km par an. Donc, ça veut dire que d'année en année, on améliore les rendements techniques des réseaux, on réduit le taux de perte pour atteindre à l'horizon 2030 un taux de perte qui avoisine les 18%, techniquement acceptable.
La politique nationale en matière de distribution d'eau, elle est valable pour les grandes villes, que pour les montagnes, que pour les zones éparses, pour les zones du Grand Sud. M. Smati tout à l'heure parlait d'un grand transfert à Timiaoui sur plus de 120 km pour alimenter la ville de Timiaoui, quel que soit le coût, avec des forages, des stations de pompage. D'autres exemples, il faut savoir que pour le sud du pays, la ressource est disponible. Et disponible, certaines grandes villes au sud, c'est pratiquement du H24. Mais il y a le problème de qualité de l'eau. Et c'est pourquoi on a lancé un vaste programme pour réaliser des stations de déminéralisation. C'est le cas de Ouergla, c'est le cas de Tougourt, c'est le cas d'Elouet, c'est le cas du Djem'a. Et ces opérations de déminéralisation seront généralisées sur la totalité des localités du Sud, y compris les petites localités. Donc la politique, elle est nationale, elle n'est pas régionale. Absolument. Ces grands transferts dont parlait M. Smati, c'est justement pour répondre à cette problématique des besoins dans certaines régions pauvres en eau. On est en train de faire des transferts. C'est le cas du nord de N'Ama vers le sud de Tlemcen et l'ouest de Blabès. C'est 300 km de canalisation pour transporter l'eau vers les zones les plus défavorisées en matière de ressources. Alors, on a parlé de ce problème de déperdition. Alors, en matière de barrage, il y a un autre problème, celui de l'envasement. Alors, qu'en est-il, monsieur Barak? En réalité, l'envasement, ce n'est qu'un phénomène naturel. Et il est pris en considération au stade de la conception déjà du barrage. Actuellement, on estime... Je vous repose ma question différemment. Est-ce qu'on exploite nos barrages selon la norme internationale? Bien sûr. Avec un taux d'envasement qui est assez important. Moi, je dirais que les barrages, c'est des ouvrages qui sont conçus, exploités, construits aux normes les plus sévères au monde. C'est des ouvrages très délicats puisqu'ils relèvent de la sécurité publique. C'est des ouvrages qui sont hautement surveillés. Alors, je reviens au problème de l'envasement. Le problème de l'envasement, donc j'ai dit que c'est un phénomène naturel, ce n'est pas une fatalité. On estime actuellement le taux de l'envasement à l'échelle nationale qui ne dépasse pas les 12%. Et les barrages les plus touchés, c'est les barrages qui sont construits dans l'époque coloniale, donc qui ont plus de 50 ans d'âge. Seulement, ce problème est pris en charge. Du moment qu'on a des capacités très réduites, donc le professeur l'avait déjà annoncé à l'ouverture, on ne peut construire qu'à peine 150 barrages à l'échelle nationale. Donc on a cette obligation de préserver, de conserver ces ouvrages. C'est pour ça qu'il y a un programme très ambitieux pour le désenvasement des barrages. Donc c'est un programme à plusieurs niveaux. Donc il y a des actions déjà préventives, puisqu'on a un grand programme de reboisement. L'année passée, donc avec les moyens de l'agence, on a pu planter plus d'1 million d'arbres. Et cette année, on va reconduire l'opération avec un objectif double de planter de 2 millions d'arbres. Il y a aussi un effort qui est fait par la Direction générale des forêts. Il faut savoir que tous les barrages disposent d'une étude de protection du bassin versant. Donc on fait des études très poussées pour réduire l'érosion et réduire l'envasement. On a aussi d'autres actions curatives. Donc l'agence vient on a déjà lancé une opération d'acquisition de 3 dragues. Donc c'est des bateaux pour le désenvasement qui seront fabriqués en Algérie. On est en train de concevoir, avec le concours du Centre des technologies avancées, un drone marin donc robotisé qui permettra d'évaluer l'envasement d'une manière très précise. Donc ce sera un outil très important. On vient d'avoir un budget qui a été débloqué cette année, en 2018, pour le dévasement de 10 barrages. Donc ça permettrait de gagner une capacité de 46 millions, c'est l'équivalent d'un grand barrage. Donc il y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et on est en train de se préparer pour avoir des modèles très précis pour connaître les dépôts solides au niveau de l'ensemble des barrages. Donc le problème est pris en charge et ne présente pas une menace pour la mobilisation. Alors, une question qui nous a été posée par un téléspectateur concerne un barrage dans la wilaya de Béjaïa, c'est le barrage de Tichihaf, si je ne me trompe pas. Alors, selon ce citoyen, ce barrage se répercute négativement sur l'agriculture de la région.
Non, au contraire, c'est un barrage qui est situé dans les montagnes, Je pose la question. dans la commune de Bouhamza. C'est un barrage très important pour la région, puisqu'elle alimente tout le couloir de Aqbou jusqu'à Béjaïa. Donc il y a une trentaine de communes qui bénéficient de ce barrage. Et vous l'avez annoncé dans le reportage au début de l'émission, c'est un barrage qui va aussi soutenir la localité de Bouzguen, qui est vraiment très pauvre en ressources en eau. Le projet est en cours, on va l'achever d'ici la fin de l'année. Donc c'est un barrage très important. Et en plus, il a la particularité de régulariser double sa capacité. C'est un barrage qui fait 80 millions, mais il régularise, il peut garantir annuellement 150 millions de mètres cubes. Donc ce barrage va aussi venir renforcer le barrage de Tilsdet qui est dans la wilaya de Bouira, donc dans le cadre des interconnexions, avec l'excédent. Et l'excédent, en particulier pour l'irrigation des périmètres à Sahel, les périmètres à Bouira. Donc au contraire, il va apporter une valeur ajoutée pour l'irrigation, dans les périmètres de la région. Sans avoir d'incidence sur la qualité de l'huile dont est connue la région. L'huile, non, au contraire. Alors, il faut savoir que le barrage, ce n'est que les zones inondées qui vont être touchées. Et les zones inondées, donc il y a même une opération de déboisement pour éviter l'eutrophisation de la qualité d'eau. Par contre, les versants, donc il y a toujours de l'exploitation les oliviers. Et je crois qu'avec la présence de l'eau et de l'humidité, la qualité de l'olive s'améliore. J'espère que vous avez répondu à la question. La réponse est satisfaisante. Donc, dernier point, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Monsieur Smati, c'est autour de l'irrigation. Donc, on a parlé de la disponibilité en matière d'eau potable avec Monsieur Amirouche. Qu'en est-il à l'irrigation, d'autant plus qu'on parle d'une très très forte demande en la matière? Je voudrais juste rebondir sur un point, mais d'une manière très très brève, c'est que M. Berraka a bien précisé que l'envasement des barrages, c'est un processus naturel. Il ne faudrait pas qu'on en fasse... c'est un processus... Nous sommes dans un pays semi-aride. Un pays semi-aride, nous subissons l'effet des pluies, qui sont des pluies qui arrachent pratiquement une quantité du sol. Et elles se répercutent parce que elles tombent sur un sol sec, et donc il y a un effet de transport de sédiments. Et là où il trouve la cuvette du barrage, c'est à ce moment-là qu'elle se dépose. Pour que les téléspectateurs... Et ça, on en tient compte lors de la garde, de ce qu'on appelle le calcul de la garde d'envasement du barrage, et M. Berraka l'a dit. Maintenant, pour revenir à l'agriculture, les barrages jouent un rôle prépondérant en matière d'irrigation. Si vous comparez entre 1999 et actuellement avec uniquement les 36 barrages, vous savez que les deux systèmes, les hautes plaines sétifiennes et le Beni Haroun, contribuent à l'augmentation déjà de pratiquement 76 000 hectares de superficie qui vont passer en irrigué. 40 000 pour le complexe de Beni Haroun et 36 000 pour le système des hautes plaines sétifiennes. Nous sommes il me semble, à 37 périmètres irrigués, grands périmètres irrigués, qui sont irrigués à partir des barrages. Nous sommes passés de 200 000... L'objectif étant d'atteindre les 2 millions d'hectares en irrigué. Nous sommes à 1,3 million. Le secteur, à travers les GPI, à travers les grands périmètres irrigués, a contribué pour atteindre l'objectif de 350 000 hectares qui sont déjà en irrigué. Et bien sûr, à travers la PMH, dans ce qu'on appelle la petite et moyenne hydraulique, c'est à partir des forages, et c'est là où M. Katab tout à l'heure parlait de 70% de l'agriculture, nous contribuons à pratiquement, actuellement, à 7 milliards de mètres cubes qui sont utilisés dans le domaine agricole pour la sécurité alimentaire. Donc nous accompagnons le ministère des Ressources, le ministère de l'Agriculture et du Développement de la Pêche, donc pour l'augmentation des superficies en irrigué, qu'elles soient dans les concessions, donc dans tout ce qui est octroyé au niveau des périmètres d'Olbeya, de Adrar. Permettez-moi de poser la question, est-ce qu'il y a une limite? Bien sûr qu'il y a une limite, mais c'est tout à fait logique. La limite, où est-ce qu'elle va se situer? C'est par rapport à nos capacités en matière d'agriculture. Justement, hors sol plante. Quand je dis que nous pouvons atteindre les 2 millions, oui, c'est un programme ambitieux mais réalisable. Pour peu qu'il y ait une réhabilitation de certains grands périmètres, et on va augmenter un petit peu cette superficie, moyennant une économie sur cette eau,
Si on utilise des systèmes économisateurs d'eau au lieu du système gravitaire, qui utilise beaucoup d'eau, on utilise le pivot ou on utilise le goutte à goutte, on va faire une économie de l'eau. Mais est-ce qu'il y a un travail transversal justement entre les deux ministères, notamment à travers, en ce qui concerne le choix des cultures? Le choix des cultures dépend certainement du secteur de l'agriculture qui a sa propre stratégie en matière de culture stratégique. Mais s'il n'y a pas assez d'eau pour l'irriguer. Mais justement, nous travaillons en concertation et il y a des regroupements qui se font tous les 3 mois avec les 2 secrétaires généraux, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement et de la Pêche et le secrétaire général du ministère. Plus, il y a eu des regroupements présidés par nos 2 ministres, le ministre des Ressources en eau et le ministre de l'Agriculture et du Développement, et de la pêche, pour justement la feuille de route sur l'ensemble du territoire national, pour identifier les périmètres aptes à être irrigués, parce qu'un périmètre est apte à être irrigué à condition que le sol soit disponible et un potentiel, et bien sûr qu'il y ait cette ressource en eau disponible. Donc il y a, et c'est fait pour les 48 wilayas, les superficies ont été identifiées, les études, il y a certains où les travaux ont déjà démarré, d'autres où le BNEDER, la NRH, en concertation bien sûr, que ce soit pour le sol et la ressource en eau, sont en train de faire les études nécessaires. Les eaux épurées aussi. Et donc, et une partie des eaux usées épurées rentre justement à contribution de 30 à 40 000 hectares qui seront réutilisés. Donc tout ça fait que il y aura les 2 millions. Merci, Monsieur Smati Abdelwahab. Il ne reste pas... 30 secondes. Allez-y, 30 secondes, c'est permis. Ce que je voulais dire. Les barrages, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de barrages et d'eau pour la population et l'industrie. On a parlé des barrages pour l'irrigation. Mais les barrages aussi, il faut aussi dire, quand je prends le Bnei Aaron, c'est aussi le ski nautique, où on a organisé des Jeux panafricains. C'est aussi le sport, c'est aussi les randonnées. Donc les barrages ont d'autres activités parallèles qui servent beaucoup aux citoyens et qui étaient en train de faire à Bnei Aaron comme ailleurs. Ça veut dire que les barrages qui restent à construire, il faudrait aussi regarder ce côté environnement. De la même façon, quand on parle de l'irrigation, il y a effectivement un plan national à faire du point de vue de ce qu'on appelle la rotation et l'assolement. Il faudrait qu'on puisse irriguer, mais là où il y a beaucoup d'eau, irriguer beaucoup plus. Où il n'y a pas beaucoup d'eau, faire autre chose. Professeur Kettab Ahmed, on s'excuse, le temps qui nous est imparti, c'est malheureusement... C'est à moi de vous remercier plutôt de nous avoir fait... Merci à vous donc. Professeur Khattab, je rappelle, vous êtes directeur du laboratoire hydraulique à l'école polytechnique. Vous êtes également consultant international. Merci à vous également, Monsieur Smati Abdelwahab, directeur des eaux non conventionnelles au ministère des Ressources en eau. Merci à vous également, Monsieur Amirouche Smaïn, je rappelle, directeur général de l'Algérienne des eaux. Et merci à vous également, Monsieur Baraki Erzqi, directeur général de l'Agence nationale des barrages et transferts. Voilà, merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Bien sûr, notre page Facebook s'affiche au bas de votre écran pour nous laisser vos commentaires. Bonne soirée.